Les retardataires auront tort. Bon. Oui. Vous n'avez pas votre million de supporters dans la tribune, selon les organisateurs de l'opposition. D'accord. Bien, avant d'attaquer le rapport 201, une précision à la demande de M. Villemain tout à l'heure. Le CDEF assurera l'accueil d'urgence en collectif pour un petit groupe d'enfants entre 5 et 10 à la suite de la dissolution de la pouponnière. Ça figure page 6 du rapport 301 du budget primitif. Ce n'est pas une nouveauté. Ok, je passe la parole à M. Alain Letellier pour le rapport 201. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du rapport sur les routes départementales, donc avec les différents ajustements budgétaires, donc sur les liaisons nouvelles, déviations, sur les renforcements calibrage, les ouvrages d'art, sur le développement et l'amélioration de la sécurité des réseaux, les opérations ponctuelles, les opérations de sécurité, les renforcements structurels, les traverses d'agglomération, sur l'exploitation également, sur la signalisation, pardon, les équipements de la route, sur l'exploitation des réseaux de déplacement en particulier. Et bon, il n'y a pas grand-chose, simplement qu'on retire 3,4 millions sur l'échangeur de Saint-Maximin, qui ne peut se faire dans les délais que nous avions convenus, puisque pour des raisons administratives, donc il sera reporté au budget primitif 2017. Et donc ça nous permet de dégager tout de suite 3,4 millions. Et on abonde le fonds d'urgence route, comme on l'avait fait l'année dernière, à 1 500 000 € pour les renforcements structurels, 1 million d'euros pour les traverses d'agglomération et 500 000 € pour la signalisation. Voilà en gros, Monsieur le Président, le résumé de ce rapport. Donc il y a avis favorable à l'unanimité de la commission réglementaire et puis un avis conforme à l'unanimité, moins 2 abstentions de M. Guignot et Villemain de la commission des finances. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, autres que celles qu'on a débattues tout à l'heure? Ce n'est pas la peine de revenir sur les mêmes. Donc s'il n'y en a pas, je mets au voie le rapport 201. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Monsieur Letellier présente le rapport 202. Le rapport 202, c'est à peu près le même rapport, mais sur les transports. Donc là aussi, des ajustements. Donc sur le développement des transports en commun, nous inscrivons 374 832 € supplémentaires en dépenses de fonctionnement, qui est lié à la maintenance, la location et la maintenance des abribus DECO. Et puis, s'agissant des crédits de paiement en investissement, donc on inscrit 210 000 € supplémentaires au titre des contrats de DSP et 500 000 € qui ne seront pas utilisés pour les poteaux d'arrêt, compte tenu des incertitudes en matière de transfert de la compétence transport à la région. Donc, il y a avis favorable à l'unanimité de la deuxième commission et un avis conforme à l'unanimité, moins l'abstention de M. Guignot et Villemain de la commission des finances. Ok, merci bien. Le challenge suivant, c'est évidemment la discussion avec la région qui commence en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport 202? Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, il est adopté. Le rapport 203 est présenté par Madame Nadège Lefebvre. Alors, le rapport 203 concerne l'aide aux communes. Alors, il y a un ajustement de crédit qui concerne un dégagement d'AP antérieur à 2016 de 249 €. Ensuite, on a des modifications de dispositifs, notamment concernant la création et l'aménagement de parcs d'activités.
Et donc le Président propose la suppression de la condition de financement d'une phase de travaux sur une même zone tous les 3 ans. Donc là, il n'y a plus ce délai de 3 ans à respecter. L'augmentation du montant de la dépense subventionnable plafonnée, on passe donc de 300 000 € à 600 000 € hors taxe concernant la construction ou des travaux d'aménagement sur les zones d'activité. Et l'augmentation du montant de la dépense subventionnable plafonnée de 200 000 € à 400 000 € hors taxe pour tout ce qui concerne les voiries et les réseaux divers. Ensuite, concernant les documents d'urbanisme et de planification, donc il apparaît nécessaire de clarifier les modalités de financement des études d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme et de maintenir 50% d'aide afin de retrouver le taux applicable en 2015. Ensuite, ça concerne les projets d'amélioration du stade de football du Ménil Saint-Martin et non Saint-Firmin. Le projet concerne une opération de modernisation du terrain d'honneur afin d'accueillir 3 000 spectateurs. Le coût global des travaux s'élève à 7 641 300 € hors taxe, hors terrain synthétique. Et donc le Président propose de financer la première phase pour un montant de 809 790 €, calculé au taux communal de 30% sur une dépense subventionnable déplafonnée de 2 699 306 € hors taxe. Ensuite, on a la rénovation de la pelouse du stade Pierre-Brisson qui se trouve donc à Beauvais. Donc la ville de Beauvais souhaite affirmer une cohabitation entre le football et le rugby grâce à la mise en place d'une pelouse hybride. Donc, compte tenu de cet intérêt, le Président propose de financer ces travaux pour un montant de 360 000 € calculé au taux de 30% sur une dépense déplafonnée de 1 200 000 €. Ensuite, on a, concernant le syndicat mixte du parc d'activités multisites de la vallée de la Brèche, donc là, il est proposé de financer ce projet d'un coût total de 5 300 000 € hors taxe à hauteur de 9,43%, soit une subvention maximale de 500 000 €. Ensuite, on a les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc le projet est porté par le syndicat d'énergie du département de l'Oise. Ça concerne l'installation de 107 bornes pour un coût estimatif de 1 284 000 € hors taxe, soit 12 000 € hors taxe par borne. Donc l'ADEME financera cette opération à hauteur de 50% pour un montant de 642 000 €. Aussi, le Président vous propose donc de financer ce projet au taux de 25%, soit une subvention maximale d'un montant de 321 000 €. Ensuite, nous avons des travaux complémentaires à Ernemont-Boutavant. Donc, c'est suite à l'avis des services routiers départementaux, des travaux complémentaires sont nécessaires à hauteur de 31 508 € afin d'assurer une complète sécurité des aménagements envisagés. Et le Président propose de financer ces travaux complémentaires pour un montant de 15 430 € calculé au taux de 49% sur une dépense subventionnable de 31 508 € hors taxe. Ensuite, vous avez le tableau là qui est très simple avec 2 sommes concerne les ajustements donc administratifs, donc les dérogations de régularisation. Et voilà en ce qui concerne ce rapport. Donc la décision de la commission réglementaire a émis un avis favorable à l'unanimité. Concernant la décision de la commission finances, avis conforme à l'unanimité avec l'abstention de M. Guignot et de M. Villemain. Merci beaucoup. Inutile de rappeler qu'il y a des opérations de long terme absolument majeures dans ce rapport, que sont par exemple les actions en faveur des documents d'urbanisme. Ce sont des choses qui doivent être réfléchies. On a d'ailleurs 2 éléments qualitatifs que vous allez retrouver dans l'annexe 2. Le séminaire au CAUE qui cherche à éveiller les élus à la perception de leur commune autrement que simplement par la propriété foncière, mais par d'autres aspects, l'accessibilité, les orientations, les inondations, etc. Et puis l'étude foncière qui est sollicitée pour les communes de plus de 3 500 habitants pour savoir de quoi on parle en termes de foncier dans ces communes. Vous avez vu aussi ce qui concerne les véhicules électriques, la position que nous vous proposons. Et puis, bien sûr, sur l'aménagement des parcs d'activités, le PFLO de son côté travaille aussi sur la question. Nous allons coordonner tout ça. Il faut vraiment qu'on prenne une bonne mesure, une meilleure mesure de ce qui est création de parcs d'activités ou réaménagement de friches. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport 203 ? Monsieur Villemain. Oui, 2 observations, un éclaircissement, une observation
Concernant les documents d'urbanisme et de planification, vous mettez, on comprend que les communes qui ont déposé un dossier et qui ont transféré la compétence vont avoir l'aide à 50%, mais est-ce que les EPCI auront l'aide globale sur le PLUI ou que sur la part des communes qui avaient déposé un dossier? C'est ma première question. La deuxième, c'est une observation. Bien sûr, nous voterons pour l'aide aux syndicats mixtes pour le centre de recherche sur l'établissement Montupet à Ligneville, mais vous savez qu'avec la nôtre, il y a des changements de compétences. L'avenir du syndicat, il y a encore une réunion demain sur l'avenir du syndicat. Nous souhaitons être rassurés sur, disons, cette vision intercommunale qu'a le syndicat et que ce syndicat n'aille pas vers et qu'on bien sûr on garde son financement, qu'on lui donne les moyens de continuer à exister d'une manière intercommunale parce que des risques d'éclatement existent plus ou moins. Madame Lefebvre va vous répondre. Sur les outils d'urbanisme. Alors sur les outils d'urbanisme, donc il y a l'élaboration et la révision générale des SCOT, des schémas de cohérence territoriale. Donc là, on resterait à 30% d'une dépense subventionnable plafonnée à 140 000 € hors taxes. En ce qui concerne les PLUI, puisqu'il y a quelques intercos qui se lancent dans les PLUI, là on serait soit 50% avec une subvention plafonnée à 7 000 € par commune, selon le nombre de communes que comporte la communauté de communes. Et puis pour le reste, c'est 50% jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ok. Pas d'informations particulières, mais vigilance, c'est noté. S'il y a d'autres questions? Non. Je mets aux voix le rapport 203. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Il est adopté. Merci. Rapport 204 est présenté par Madame de Figueiredo. Merci, Monsieur le Président. Le premier point est tout simplement des ajustements de crédit, donc dégagement d'AP de 2,6 millions, plus 5 000 en fonctionnement. Le deuxième point, il vous est proposé d'acter des modifications de modalités de versement, donc c'est simplement dû à une coquille. Et le troisième point, c'est des dérogations de régularisation pour des opérations de construction qui sont déjà engagées. Voilà, rien de plus. Avis de la Commission. Exact, excusez-moi. Avis de la Commission, donc favorable à l'unanimité. Et au niveau de la Commission des finances, avis conforme à l'unanimité. Abstention de M. Guignot et M. Villemain. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport 204? Donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Merci. Pardon, abstention du groupe? 4 abstentions. Le rapport 205 va être présenté par Nicole Collin. Alors, il s'agit simplement de dérogation de régularisation concernant des travaux en faveur de deux syndicats d'aménagement de rivière, un syndicat de la Troène et le syndicat de la vallée de l'Automne. Donc, il s'agit de voter un montant de subvention pour ces deux syndicats à hauteur de 20 476 € sur un total d'opérations de travaux de 77 000 €. Alors, l'avis de la Commission a été favorable à l'unanimité. En ce qui concerne la Commission de finances, avis conforme à l'unanimité, abstention de messieurs Guignot et Villemain. Merci bien. Je mets aux voix le rapport 205. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Il est adopté. Merci. Le rapport 206 est présenté par Nicole Collin. Alors, il s'agit de divers ajustements de crédit qui correspondent à des désengagements d'AP.
à hauteur de 313 000 € qui sont ce sont des programmes qui sont soit reportés ou des différences entre évidemment les autorisations de programme et les crédits puisque les travaux n'ont pas été facturés à hauteur de ce qu'ils avaient été estimés. Donc les dépenses s'élèveront donc effectivement pour le budget de 2016, y compris la DM1, à 1 592 629 en dépenses de fonctionnement et à 333 400 en dépenses d'investissement. Alors, avis, de la Commission. Avis favorable à l'unanimité de la Commission et en ce qui concerne la Commission de finances, avis conforme à l'unanimité, abstention de messieurs Guignot et Villemin. Merci. Donc des ajustements sans modification de programme. Oui, monsieur Villemin. Oui, Monsieur le Président, je voudrais parler d'un espace naturel sensible, même un espace humide, sur les marais de Sacy. Il a été annoncé en son temps que le conseil départemental allait confier la gestion cynégétique du marais de Sacy à la Fédération des chasseurs de l'Oise, ce qu'il a fait, et j'avais émis un certain nombre de réserves connaissant le milieu cynégétique de l'Oise et les pratiques. Il me semblait qu'il y avait eu un engagement du président de faire un bilan, et vous savez que la saison de chasse, c'est pas une année civile, que ça commence en milieu d'année pour se finir l'année suivante, en milieu d'année, et que là bientôt va commencer la chasse au gros, sous certaines formes, au gros gibier. Monsieur Bacher, loin de moi de viser des êtres humains. C'était que des gros gibiers. Et donc j'attends le bilan. Mais si vous voulez, connaissant le milieu cynégétique, ayant mes entrées un peu partout dans ce milieu, j'ai quelques informations. La Fédération de la chasse, présidée par M. Arledofov, a confié l'organisation de la chasse à une personne qui n'a aucune responsabilité dans cette fédération et qui se trouve être propriétaire de droits de chasse voisins des marais de Sacy, dans les marais de Sacy, mais voisins de notre territoire. C'est déjà un peu, j'allais dire, louche. Son seul objectif, depuis plusieurs années, c'est de voir son territoire peuplé de gibier, puisqu'il en fait un commerce, puisqu'il loue sa chasse. Et donc, ma crainte actuelle, je vais préciser, c'est qu'il fasse des marais de Sacy une réserve de gibier. Et que quand il fait une battue, c'est pas pour tuer du gibier, mais pour chasser le gibier des marais de Sacy départementaux, pour qu'ils aillent en partie sur son territoire, et lui, le lendemain ou le surlendemain, il fait une battue, et il a du gibier. Donc, la société, l'Office national des chasses et des forêts a verbalisé la dite personne pour non-respect de la législation en matière de prélèvement. Le prélèvement à minima des sangliers pour cette première année n'a pas été respecté, et il est tellement minima que, d'après mes renseignements, c'est 5 sangliers qui ont été prélevés, alors qu'en année normale, c'est 25. Et que le plus gros faisait 60 kilos, ce qui est un petit sanglier. Pas de l'année,
Non, 60 kilos. Non, 60. 60 kilos. Non. Non. Non, non. Les conséquences de cette situation sont catastrophiques pour les agriculteurs riverains, pour les autres présidents de sociétés de chasse, parce que quand une espèce prend le pas sur les autres et sur un territoire, elle fait fuir les autres espèces. Donc il n'y a pas la diversité. Les dégâts sont tellement importants que M. le Préfet a pris 2 mesures. Le bracelet est passé sur ce massif de 50 € la pièce à 90 €. C'est moins que l'augmentation des transports scolaires, mais presque autant. Mais de plus, il a chargé le lieutenant de louveterie, il faudra savoir qui c'est, de détruire de nuit à la carabine de chasse, avec possibilité de silencieux et des projecteurs en voiture, donc destruction de nuit des sangliers. Et cette mesure n'est prise que quand il y a vraiment surpopulation et danger pour les cultures et les personnes. Je crois que la démonstration est faite que cet espace sensible est mal géré. Pour couronner le tout, nous devons avoir ce bilan que nous n'avons pas eu. Est-ce que nous devons continuer à rester dans cette impasse qui est insupportable pour les agriculteurs de la commune? Si vous questionnez des maires qui appartiennent à votre mouvance, ils vous le diront, ils me l'ont dit. Mais en plus, ça engage la responsabilité du conseil départemental, puisqu'il n'a pas pris les moyens de faire respecter le prélèvement obligatoire sur ce territoire. La subvention de 2 000 € allouée à la fédération de chasse pour la première fois cette année est-elle une forme déguisée, mais j'ai des arrière-pensées en la matière, est-elle une participation déguisée au financement des dégâts des sangliers pour remédier à cette situation? Vous ne parlez que d'économie. Et bien sûr, vous comme moi, cette assemblée comme moi, on défend l'intérêt des chasseurs et on ampute leur budget pour l'instant. Je vous suggère de confier l'organisation à des gens compétents, sous couvert, bien sûr, sous la responsabilité de la fédération de chasse, si c'est votre décision. Mais au moins des gens compétents qui peuvent prélever le gibier. Ceci permettrait de faire des économies, puisqu'on économiserait peut-être une partie des 20 000 €. Ça montrait aussi l'efficacité de l'acteur désigné sur la commune de Sassy. Alors, dans un esprit de transparence, j'aimerais connaître les critères qui ont permis de confier l'organisation des chasses sur les propriétés du conseil départemental à 7 personnes. De plus, la convention avec la fédération de chasse indique en annexe 8, la fédération des chasseurs s'engage à inviter les chasseurs locaux et les récents lauréats à l'examen du permis de chasser. Une liste devait nous être communiquée. Nous souhaitons avoir la liste. Elle est autorisée à demander aux invités une participation symbolique aux seuls frais directs liés à l'organisation de la chasse, savoir quel est le montant moyen qu'on a demandé. La fédération des chasseurs rendra compte au département de la nature et du montant des participations symboliques. Nous souhaitons l'avoir. Un registre sera tenu à jour et à chaque journée de chasse avec le nom des participants, leur numéro de permis de chasse et leur numéro de police d'assurance. Nous souhaitons en avoir connaissance. Mais non, c'est des balles. Tu ne peux tirer qu'à balles. Alors, continuez, je vous en prie. Oui, non, mais je réponds techniquement. Excusez-moi. La Fédération des chasseurs s'engage à vérifier que les personnes invitées à participer au battu possèdent bien les accréditations nécessaires et, dans le cas contraire, à refuser leur présence sur les lieux. Nous souhaitons savoir s'il y a eu ce type d'incident. La personne désignée comme responsable de la chasse est le président de la Fédération des chasseurs ou toute personne désignée par lui en cas d'empêchement.
le responsable de la chasse justifiera d'une attestation de formation à la sécurité à la chasse, délivrée par la Fédération. Cette personne a-t-elle cette attestation? La Fédération des chasseurs devra justifier d'une police d'assurance. Je pense que c'est le cas, mais nous souhaitons avoir la preuve. À la fin de chaque saison de chasse, la Fédération des chasseurs présentera un bilan. Nous souhaitons avoir ce bilan. Savoir aussi si la phrase « toute personne désignée par lui en cas d'empêchement » permettait une délégation permanente à une personne qui n'est que simple adhérent à la Fédération des chasseurs par le biais de la prise du permis de chasse. L'attestation de sécurité, j'en ai parlé, nous souhaitons en avoir la preuve, le nature et montant des participations et le registre d'activité sur le site. Bien. Et nous souhaitons continuer à vous mettre en garde sur de telles pratiques. Ça engage la responsabilité du département. Si ce site me tient à cœur, ce n'est pas parce que j'y ai été chassé que quelquefois le gros gibier ne m'intéresse pas, je préfère le petit. Mais c'est parce qu'il a été mis en cause dans cette Assemblée les compétences professionnelles et l'intégrité de la personne qui avait été désignée par Ivrom. Et donc Ivrom était visé. La démonstration est faite qu'après plusieurs exercices, cette personne a équilibré la population de sangliers sur le marais de Sassy, que les chasseurs des autres sociétés et les agriculteurs ne se plaignaient plus. Preuve est faite cette année que c'est tout le contraire. En un an, la majorité, par le biais de la décision qu'elle a prise en déléguant à la Fédération de chasse, a cassé le travail de plusieurs années. Monsieur Villemain, ne tirez pas un bilan alors que vous êtes en train de demander qu'on le fasse, s'il vous plaît. Vous nous demandez de faire un bilan et en même temps vous en donnez les conclusions. Merci. Et on se contentera des éléments d'instruction que vous avez fournis pour le moment. Quant au bilan, on va le faire. On va prendre un peu de temps parce que la dernière chasse, il y a eu 3 chasses organisées en 2016. La dernière est dit il y a un trimestre. Donc on vous avoue qu'on a quelques autres soucis à gérer. Oui, parce que surtout si on fait la liste, si on vérifie tout ce que vous avez indiqué, ligne à ligne, article par article, si on veut consulter les maires et pas seulement de notre bord, parce que je ne vois pas ce que l'appartenance politique a à faire là-dedans. Si on veut consulter les agriculteurs, excusez-moi, mais ça se fera pour septembre. Donc on regardera les articles de la Convention un par un, bien sûr, et on consultera pour voir. On a un seul souci là-dedans, un, que ça marche, et deux, que ce soit complètement transparent. Donc ce sera le cas. Ne tirez pas de leçons prématurées. Monsieur Guignot. Juste un tout petit mot. C'est vrai, le problème des buffles, les faits là-bas, du sous-marin qu'on a failli avoir, les soucis, etc. Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas envisager carrément de vendre les marais de Sassy? Non, mais c'est une proposition, parce que ça éviterait peut-être... moi, je ne vais pas y chasser, donc ça ne me gêne pas. Ouais, vous me provoquez, hein, monsieur Guignot, parce que vous savez, si ça a été signé du temps d'Ivrom, c'est du temps de Jean-François Blancel et de votre serviteur que les 200 hectares ont été achetés. Donc je suis totalement impliqué dedans, donc je ne vais pas vous dire oui. Monsieur de Valanger. Oui, je suis désolé, chers collègues, mais je trouve quand même votre intervention très culottée. Parce que le président Courtial a vraiment voulu, et nous l'avons bien sûr suivi, mettre davantage de transparence dans la gestion de cet endroit. Or, moi, j'ai souvenir qu'il se passait dans ce lieu des chasses avec des copains de M. Vantôme. On n'avait aucune information sur la façon dont c'était organisé. Tout ça n'était vraiment pas clair. Et je pense que s'il y a vraiment un sujet sur lequel vous auriez intérêt à faire profil bas, c'est celui-ci. Et aujourd'hui, au moins, Monsieur Marchand vient de le dire, vous aurez un bilan clair de ce qui se passe. Mais franchement, dans ce domaine, on a nettement amélioré par rapport à la situation d'avant, et c'est beaucoup moins opaque que ça ne l'a été. Ce sera en tout cas complètement transparent. Monsieur Villemain, puis on termine. Comme je suis culotté, je vais continuer.
Et comme j'ai pas peur de... Comme j'ai Mais pas de pantalonnade. Oui, pas de pantalonnade, et comme je suis pas un chasseur défroqué, je vais continuer à défendre mon sujet. Monsieur Deval-Roger se livre à une attaque complètement gratuite. Complètement gratuite. À aucun moment, il n'a présenté un dossier comme je viens de le faire. Après questionnement de personnes, agriculteurs, présidents de sociétés de chasse, maires de communes, pour savoir quelle était la situation exacte. Si je suis intervenu aussi solennellement ici, j'aurais pu le faire lundi dernier. Je sais bien, j'ai attendu que la presse ne soit pas là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'aurais pu intervenir ce matin, j'avais les motifs de le faire. Je n'ai pas voulu intervenir. Mais puisque vous êtes intervenu comme ça, je mettrai la presse au courant de cette situation. Parce que, peut-être que sur le papier, la situation vous semble plus claire. Mais dans la réalité, elle est complètement opaque, elle est aussi limpide que l'eau des marais de Sacy. Alors, Monsieur Deval-Roger, ayez conscience qu'il ne faut parler que des sujets que l'on connaît, sans porter de fausses accusations, sans preuve. Vous devriez professionnellement le savoir. Portez des accusations avec les preuves. Avec les preuves. Ce sera facile de faire un bilan, et comme pour le CDEF, si le bilan qui est fait montre que j'ai dit des bêtises, je reconnaîtrai que j'ai dit des bêtises. Mais vous, n'accusez pas sans preuve. C'est trop facile. Trop facile d'avoir fait porter sur M. Degrave des accusations qui étaient complètement fausses. Parce que ce monsieur que je mets en cause a dit des choses inacceptables sur M. Degrave, avec des manouches qui volaient, qui pillaient. Voilà. Sauf que, quand on est président de chasse, on sait s'entourer de rabatteurs pour pouvoir se faire sortir le gibier, et on sait s'entourer de chasseurs qui savent tuer les bêtes. C'est facile de s'entourer de néophytes qui ne savent pas traquer, et de néophytes qui ne savent pas tirer, qui mettent à côté pour envoyer le gibier chez soi. Bien, c'est la première fois que j'entends parler d'un monsieur Degrave, moi, donc ça prouve que la transparence n'était peut-être pas complète à l'époque, mais elle le sera, je vous promets, oui. Vous pouvez chercher dans n'importe quoi. Je pense qu'au cours des années précédentes, il n'y a jamais eu de débat sur la chasse dans les marais de Sacy. En voilà un. Les éléments étant posés, nous allons vérifier que tout fonctionne ou ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, on en tirera les leçons. On n'est pas idiot. C'est pas un sujet électoral, c'est pas un sujet politique, c'est un sujet d'efficacité. Bien, je mets aux voix le rapport. Pardon, Nicole Collin, vous voulez prendre la parole et Franz Desmet après. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, sur ces marais de Sacy qui sont vraiment, je veux dire, un lieu tout à fait particulier. On parle ici de la chasse et effectivement, je pense que se posent certains problèmes. Nous sommes actuellement en train, justement, et nous avons encore un petit peu de temps, parce que comme l'a dit, je crois, tout à l'heure Patrice Marchand, il n'y a eu que 3 chasses pour l'instant, nous avions conclu 4. Donc nous avons un tout petit peu de temps encore pour terminer, mais le bilan sera fait parce que effectivement, vous permettez que je termine, s'il vous plaît, merci. Donc simplement, nous ferons effectivement le bilan parce que je me rends compte en y allant très souvent qu'il y a des problèmes, qu'il y a à la fois des problèmes effectivement en termes de chasse, qu'il y a des problèmes en termes de gestion. Donc je rappelle quand même que j'en ai la responsabilité que depuis 1 an et que d'autre part, ce lieu n'est pas seulement un lieu de chasse. Mais c'est aussi un lieu remarquable, avec effectivement des zones humides, avec effectivement un lieu absolument exceptionnel. Et donc je me penche également à la fois sur ce problème de chasse, mais aussi sur le problème de la préservation de ce territoire. Et le bilan effectivement sera fait et l'analyse vous sera donnée. Voilà, confirmation de l'engagement, si vous aviez besoin. Oui, si vous me permettez, je suis tout à fait... Merci de conclure sur le sujet. Oui, mais je suis en accord complet avec ce que vient de dire la vice-présidente. C'est que c'est un espace naturel sensible, humide, qui est très fragile, sur lequel on ne peut pas admettre qu'une population animale, ou même faunistique et florale, prenne le pas sur une autre espèce. Et donc, l'équilibre est très fragile. Alors on peut rigoler sur le sous-marin qu'on voulait acheter, mais il avait peut-être son utilité pour aller sur certains
à certains endroits et sur certains canaux. C'était peut-être utile. Mais pourquoi je parle de la chasse? Parce que l'équilibre naturel de ce site est mis en danger. Alors, la 4e chasse ne pourra pas avoir lieu, puisque la saison de chasse est terminée en attendant la prochaine. Et la prochaine va bientôt démarrer, et les chasses qui vont être faites avant le mois de septembre, c'est des chasses soit à l'approche, soit à l'affût. Les battues ne pourront plus être exécutées. Donc on restera sur 3. Déjà, ce monsieur ne remplit pas le bilan de 4. Voilà. Donc il y a, excusez-moi, mais j'ai à cœur ce massif, parce qu'il est remarquable, et vous avez tout à fait raison. Pour le défendre, vous me trouverez toujours, Bien. et vous trouverez Madame Lavalette et Madame Alette et Monsieur Auger à vos côtés pour défendre tous les lieux naturels sensibles, qu'ils soient, surtout les lieux humides. Merci, Monsieur Villemin. Nicole Collin. Eh bien, écoutez, effectivement, sur ces marais de Sassy, j'ai été mandatée donc par le président Courcial et je vous affirme et je vous assure qu'il a absolument toute mon attention et toutes les argumentations que vous venez de défendre, je les retiens bien évidemment. Pour les examiner. Monsieur Desmet, pour terminer sur le sujet. Bien, Monsieur le Président, oui, moi je voulais je voulais parler de la chasse essentiellement, parce que moi aussi je chasse au gros. J'ai démarré dès que j'ai fait de la politique à chasser au gros gibier. Voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion d'aller à Sassy avant ni maintenant. Mais je suis un peu étonné de plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que, en règle générale, on fait confiance à la Fédération des chasseurs de l'Oise. En règle générale, c'est quand même la Fédération des chasseurs de l'Oise. Et de plus, par rapport à la superficie du massif, je pense qu'en un an, la population, si elle a augmenté, la population des sangliers, elle n'est pas vraiment sédentaire. Il y a une partie qui est sédentaire et une partie de passage. Et s'il y a beaucoup de sangliers, peut-être ça a été mal chassé, peut-être, je ne sais pas. Mais elle n'a pas pu augmenter comme ça d'un seul coup en un an. Et où je suis aussi étonné, c'est que de toute façon, les dégâts de gibier faits par les sangliers chez les agriculteurs, et ça je peux vous dire qu'on connaît, c'est la fédération de chasse qui les paye. D'où l'augmentation d'ailleurs du bracelet. Donc les premiers qui vont payer les dégâts de gibier, ça va être la fédération de chasse, et s'il en a vraiment beaucoup, ça va l'aggraver dans son budget. Oui, bien. Non, mais la fédération de chasse, elle a eu des difficultés pendant un temps dans ses budgets à cause des dégâts de gibier. Merci. On termine. C'est purement technique. On termine sur le sujet. Les positions sont claires. Je mets aux voix le rapport 206. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il est adopté. Le rapport 207 est présenté par Madame Borgo. Merci. Donc ce rapport concerne le développement économique et notamment un dégagement d'AP antérieur à 2016 pour 604 267,05. Monsieur le Président vous propose un virement de 25 000 € du chapitre 11 vers le chapitre 65 pour l'Institut Lassalle à Beauvais. Il vous propose également un plan de soutien à l'agriculture et à l'élevage en particulier pour 100 000 € en fonctionnement et 200 000 € en investissement. Un groupe de travail va être réuni très prochainement et le but est de valider les conditions d'attribution de ces aides et nous reviendrons, les travaux terminés, vers la CP en commission permanente, j'espère au mois de juillet, mais ça va être un peu juste pour avoir une attribution très juste. Dans le domaine agricole, il vous propose aussi également de voter le recueil des usages locaux préparé par la Chambre d'agriculture en lien avec le Conseil départemental. Au niveau de la préservation et la mise en valeur du patrimoine, il vous est proposé d'ajuster pour 7 000 € le soutien financier à la restauration du château de Bourry, qui est contaminé par la mérule. Voilà. Je sais pas si... Bien, merci. Je suppose qu'il y a plein de questions sur le recueil des usages locaux. Monsieur Nancel. Non. Moi, ma question, c'est sur les aides aux éleveurs. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois en commission, que je l'ai évoqué en commission, j'aurais préféré qu'on vote un règlement
avant de voter une aide, une somme pour une aide. Je pense que ça aurait été dans le bon sens. Bon, Madame Borgo m'a très bien expliqué que ça allait se faire par la suite et qu'on allait le revoter en CP. Cependant, j'aurais voulu 2-3 petites informations supplémentaires. Vous parlez d'un groupe de travail, donc j'aurais voulu savoir qui sera invité à ce groupe de travail pour faire ce règlement. Est-ce que toutes les confédérations agricoles, Confédération paysanne, Mouvement de défense des exploitants, la FNSEA, etc., est-ce que tout le monde est invité pour travailler sur ce règlement? Est-ce qu'il y a vous et d'autres conseillers départementaux qui sont dedans? Ensuite, concernant ce règlement, il est vrai que nous avons sur notre territoire rural, on va dire, nous, de notre côté du nord du département, beaucoup de petits exploitants. Donc j'aurais voulu savoir si dans ce règlement, il est prévu aussi une aide concernant ces petits exploitants qui n'arriveront peut-être pas à remplir leur dossier seuls, car j'en connais quelques-uns sur notre territoire qui ont tellement de travail dans leur ferme avec leur exploitation et notamment ils exploitent avec des bêtes à lait, ils font du lait, ils sont débordés. Donc est-ce qu'ils vont être aidés pour remplir ces fameux dossiers pour avoir une aide? Je pense que ça serait aussi utile de peut-être de mettre en place quelque chose quand vous allez faire ce fameux règlement. Donc est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations sur cela? Et après, est-ce que vous avez des éléments précis concernant cette aide que vous mettez en place? Est-ce que vous avez des chiffres, des pourcentages pour nous informer de la difficulté réelle de ces sommes? Est-ce que 100 000 euros c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Voilà, donc on a plein de questions qui nous ont... Vous m'avez fait changer d'avis la dernière fois, je vous ai très bien écouté, vous connaissez très bien le sujet, donc je serai pour également, mais par contre je serai très attentif, comme je vous l'ai dit, au règlement, je pense qu'il y a des aides à accorder, mais il ne faut pas les donner à n'importe qui, et voilà. Madame Borgo, pour les éléments qu'on connaît à ce jour. Oui, et je vous remercie pour ces questions et ça va me permettre de rebondir. Alors oui, effectivement, le groupe de travail, il y aura une représentation des différents syndicats agricoles. Je vais demander au niveau du conseil départemental que France Desmet participe à ces travaux puisqu'il est à la fois vice-président pour l'économie mais en plus agriculteur. On va cibler davantage les élevages laitiers. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est pour ça que, effectivement, je suis d'accord avec vous, 100 000 euros et 200 000 euros, je pense que... Et qu'est-ce que c'est que le budget de l'agriculture par rapport à d'autres budgets votés ici? 16% de la population active de l'Oise travaille grâce ou pour l'agriculture. Des chiffres un peu effrayants. Au premier trimestre de cette année, 4% d'éleveurs laitiers ont arrêté de produire dans l'Oise. Le prix du lait, qui devrait être à 30 centimes, aujourd'hui il est à 24,5 centimes. En cellule d'urgence à la préfecture de l'Oise, 350 dossiers ont été présentés. L'audit de la région a reçu une demande pour 99 exploitations de l'Oise. Le risque d'arrêt de la production animale est important, avec des conséquences comme des pertes d'emplois, mais aussi un impact très négatif sur les paysages, l'environnement et la vie des territoires. Et on est tout à fait conscient, je côtoie beaucoup tous les agriculteurs, et c'est pour ça qu'on va faire ce travail et essayer d'aider au plus juste, vraiment cibler les exploitations qui en ont le plus besoin. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc vous avez un bon interlocuteur avec Martine Borgo. Je mets aux voix le rapport 207. Alors, pour avis, l'avis était favorable pour la commission et à l'unanimité. Par contre, à la commission des finances, avis conforme à l'unanimité, abstention de messieurs Guinaud et Villemain. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Le rapport est adopté. Nous passons. Je vous remercie. Nous repassons au rapport de la première commission dont nous avons examiné au début les rapports 101 à 106, qui sont les rapports de résultats et d'affectation. Et on repart donc sur les rapports de DM1 avec le rapport 107, pour lequel le rapporteur est M. Jérôme Bacher.
Merci, Monsieur le Président. Ce rapport présente quelques ajustements, mais tout d'abord, il présente la revalorisation du point d'indice annoncé par le gouvernement en cours d'année et dont nous devons tenir compte et qui représente une partie de la hausse des dépenses de fonctionnement obligatoires que nous devons inscrire. Il s'agit évidemment de 0,6% dès le 1er juillet 2007 et il faudra compter sur 0,6% supplémentaire au 1er février 2017. Ça doit tomber 3-4 mois avant une élection. Donc je tenais à le préciser pour mémoire. On est obligé de modifier un tout petit peu des tableaux de manière assez classique en fonction des besoins, des tableaux d'effectifs, suivant les choses que les uns et les autres ont l'habitude dans leurs collectivités locales respectives. Et puis c'est à peu près l'essentiel de ce qui est proposé dans ce rapport. Juste pour dire qu'à la fin, notre ajustement budgétaire n'est que de 94 561 €, alors que la masse salariale est d'environ 140 millions d'euros. Je tiens à le rappeler. Avis favorable, moyennant les abstentions habituelles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Observation, nous avions fait la demande d'avoir la liste des emplois qui avaient été créés dans la dernière année de l'ancienne majorité et la liste des emplois qui ont été supprimés lors de la première année de calendaire de l'actuelle majorité. Nous souhaiterions avoir, maintenant que la majorité est en place depuis 14 mois, nous souhaiterions avoir ces deux listes d'emplois, supprimés et créés. D'autre part, il y a un certain nombre de... Il est privilégié, normalement, à l'intérieur du CDO, les mutations internes, et nous souhaiterions avoir la liste des emplois qui ont été pourvus à l'externe, et où ils se situent. Voilà. Toutes ces informations sont communicables. Elles le seront donc communiquées. J'espère bien, je les communique à mes oppositions. Alors, autre question? Je manie. Sera communiqué tout ce qui est communicable, si vous voulez que je le dise autrement. Voilà. Bien, je mets aux voix le rapport de la commission, peut-être. Avis de la commission, pardon. 10, d'accord. Merci. Je mets aux voix le rapport 107. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Donc il y a 8 abstentions. Il est adopté. Merci. Le rapport 108 est présenté par Éric de Valroger. Alors, il s'agit, Monsieur le Président, de régulariser une dépense qui avait été oubliée concernant des dépenses de matériel, de fourniture de bureaux et de courrier pour les groupes d'élus. Ça conduit donc à inscrire des sommes de 57 960 € et de 6 000 € sur le chapitre 21. On profite également de cette rectification pour adopter un nouveau principe qui est celui de la fongibilité pour toutes les dépenses des groupes d'élus prises en charge sur le budget départemental, hormis celles de personnel. Donc les groupes d'élus pourront indistinctement procéder à des commandes de matériel, fourniture de bureaux, documentation et affranchissement dans la limite, bien sûr, de l'enveloppe globale. Il est également prévu une inscription de 14 000 € qui correspond à l'adhésion du département à l'association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales. Voilà, et enfin, on inscrit 10 000 € suite au marché de procédure adaptée passé en matière d'assistance juridique, loi NOTRe. Donc il y a eu un avis favorable à l'unanimité de la Commission, avec toutefois abstention de M. Guignot et de M. Villemain, qui sont dans le même camp.
Monsieur Villemain. Les paroles de Monsieur Guignot n'engagent que lui-même. Si on est dans le même camp, c'est qu'on est en face de vous. C'est tout. Mais allons-y, au sujet, s'il vous plaît. Non, je tiens à mettre au point une insertion de Monsieur Deval-Roger qui se veut accusateur public, mais je n'ai aucun contact avec Monsieur Guignot, sauf dans cette salle ou dans cette maison. Par contre, vous allez pouvoir dire qu'il y a eu collusion, puisque je vais poser une question sur le même sujet que lui ce matin, au sujet de l'association de soutien à l'exercice des responsabilités. Vous qui fustigez, vous et puis vos candidats à la primaire, vous fustigez les financements, les pratiques syndicales ouvrières. Excusez-moi. Concernant la création de soi-disant offices ou centres de formation bidon pour toucher des subventions, mais vous faites la même chose. Vous adhérez à une association dont le seul intérêt pour l'instant, c'est que le président est M. Doligé, co-auteur du projet de loi dont j'ai parlé ce matin, qui n'a pas vu le jour parce qu'il a été retoqué dès le premier amendement par une coalition faite de l'UDI au PC. C'est pour dire que le projet de loi n'était pas à gauche. Et que la deuxième qualité, c'est que c'est M. Manzani qui en est le directeur. Faut-il voir dans cette proximité ou promiscuité de personnes le fait de les aider à monter une association pour exister? Je ne fais qu'un pas. Mais c'est vrai que je peux être de mauvaise foi, comme l'a dit M. Paco ce matin. Mais je pousse plus loin le raisonnement pour essayer de trouver un peu de bonne foi. C'est que si on adhère à deux associations qui ont exactement les mêmes compétences, puisque les compétences de cette pseudo-association rentrent complètement dans les compétences de l'ADF, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de l'ADF, et alors là, l'économie va être beaucoup plus importante. Sortons de l'ADF. Si vous nous dites cet après-midi que lors d'une prochaine DM, vous allez nous demander de sortir de l'ADF et d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines, j'ai raison, et on va économiser plusieurs dizaines pour en perdre une dizaine et demie, ça vaut le coup. Là, on fait des économies. Et je voterai pour cette économie. Vous voyez, comme quoi je peux être positif et être de bonne foi. Donc je vous propose de faire une économie de 50 000 euros. Nous démissionnons de l'ADF et je vote pour l'adhésion à cette association, même si c'est M. Doligé et M. Monzani les dirigeants. Je crains qu'on ne vous donne pas satisfaction. Monsieur Guignot. Président, voilà, deux problèmes. Ce que M. Villemain vient de répéter, c'est-à-dire ce que j'ai dit ce matin, non, j'étais beaucoup plus clair que toi, Jean-Claude, en fait. Et puis l'autre problème, là, est criant. Regardez, c'est le même dossier. Vous nous demandez un même vote. Il n'y a même pas quelque chose qui sépare entre les moyens des groupes et l'adhésion de la collectivité à ces dons. Sur le fond, vous demandez la dissociation, si je comprends bien. Oui, mais heureusement que nous sommes particulièrement attentifs et que nous regardons tout cela de près, mais ça n'est plus possible. Je m'adresse à vous, mais je vise peut-être Monsieur le directeur général des services, Monsieur Pénaud, je ne sais pas qui est chargé de ça, mais tout à l'heure c'est pareil, il y avait un dossier là, avec l'affaire du château et de la Mérule. Les trois dossiers contenus dans ce même dossier n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Là, entre nous, il faudrait donc que notre position est bien sûr de voter contre, puisque je l'ai dénoncé ce matin, vos 14 000 euros
l'association de UMP. Mais en même temps, c'est aussi le fonctionnement des groupes. Oui, je veux dire, entre nous, Monsieur Guignot. Je comprends bien qu'il y a. Je n'ai jamais. Monsieur vu ça, Guignot, ce sont vous exagérez un peu. Non. Si. Non. Si. Nous avons officialisé Oui. un droit de dissociation des rapports, Ah, sous réserve du vote de l'Assemblée, mais qui est acquis quand le président de séance le demande, en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de refus. Alors que nous n'avions pas droit à ce genre de dissociation, vous n'étiez pas là pendant les 10 ans passés. J'avais demandé plusieurs fois, c'était systématiquement refusé. Mais pour aller à l'autre bout du raisonnement, on ne va pas faire un rapport par alinéa. Ça, c'est pas imaginable. Parce que chacun peut défendre un alinéa et ne pas défendre l'alinéa suivant. C'est pas possible. Il y a des limites à l'exercice. Alors on veut bien vous écouter, etc. Enfin, l'alinéa en question est isolé, il est parfaitement identifiable. Vous d'ailleurs, vous l'avez identifié, je vous propose de le dissocier. Je crois qu'on arrête là sur le sujet. Ça me paraît parfaitement raisonnable. Monsieur le Président, je pense ne pas être ni procédurier, ni, on va être très clair, très chiant sur la forme. Voilà. Les mots sont dits. Là, entre nous, pour trouver ça, il faut, vous êtes comme nous, quand il y a 500 ou 600 feuilles, parfois on peut lire en diagonale. Il s'agit de deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Alors que vous le mettiez pour questions pratiques ou par rapport à des lignes budgétaires ou ce que vous voulez, mais au moins que ce soit séparé. Par exemple, vous voyez, pour pilotage des politiques départementales, c'est une adhésion à une association que vous décidez et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec, comment dirais-je, au regard de ce qui est légal, c'est-à-dire les moyens des groupes. Et rien ne distingue dans le texte. Rien ne distingue dans le texte, c'est noyé dedans. Et c'est ça qui ne colle pas. Non. Vous siégez dans un certain nombre d'assemblées, vous êtes maire, vous avez beaucoup de mandats. Honnêtement, enfin, je sais pas, c'est de la clarté, ne serait-ce que de quelque chose de. Non, Monsieur Guignot, votre observation n'est pas recevable. Il faut bien classer les dépenses d'une certaine façon, et sauf à faire, comme je l'ai dit, un rapport par alinéa, nous choisissons de les classer par action. Donc vous êtes dans l'action 11-01-01, Assemblée départementale et groupes d'élus. Et bien dans cette action, vous avez effectivement les budgets des groupes d'élus et vous avez aussi l'adhésion, le prix de l'adhésion à la SADEL. Voilà. Maintenant, dans la présentation, on vous a pas filouté, l'alinéa est bien séparé, et vous lisez, ne nous racontez pas d'histoire, les rapports aussi consciencieusement que nous, en tout cas je l'espère. Moi je peux vous dire, je les lis ligne à ligne, la preuve, donc tout va bien, et nous allons procéder à un vote séparé. En ce qui concerne Monsieur Villemain, nous rejetons évidemment votre suggestion qui consisterait à sortir de l'ADF. C'est pas du tout la même chose. L'ADF, c'est tous les départements de France, de gauche, de droite, du centre, du milieu, de tout ce que vous voulez. Assordel est évidemment une association spécialisée, c'est pas scandaleux de le dire. On a besoin de défendre des points de vue particuliers, mais collectivement. L'union fait la force. L'Assordel existe. J'y suis allé. J'ai assisté à des séances, j'ai travaillé avec la SADEL, c'est pas du bidon, mais évidemment, ça dépend des points de vue, ça défend des points de vue qui sont pas forcément les autres, mais ça correspond, comme nous le pensons, à une vraie défense à une possibilité de défendre le département de l'Oise au sein avec le point de vue de départements voisins. Voilà, donc on pense que ça enrichit les projets, ça peut enrichir les projets du département. C'est pour ça que et l'ADF, c'est tout à fait autre chose. Monsieur Villemain, et puis nous terminons sur ce sujet. Oui, les associations généralistes comme l'ADF ou l'AMF n'empêchent pas leurs adhérents de se réunir par famille politique, que je sache. Et que moi je participe au groupe des élus socialistes de l'ADF, et ça ne me gêne pas, ou au niveau des villes, ex-villes moyennes, nous nous rencontrons entre élus socialistes pour discuter d'un certain nombre de choses, mais ça ne nous empêche pas de trouver un moyen. Ce qui est bon pour les conseillers généraux ou départementaux de droite, quels qu'ils soient, du centre ou de droite, si ça va dans le sens de l'intérêt général, c'est discuter au sein de l'ADF et on y va. Là, en fait, dites-le tout de suite, c'est que vous voulez financer une association, j'allais dire sectorisée pour pas dire sectaire, mais vous n'êtes pas une secte, ça se saurait, et vous voulez donner un peu de pouvoir à Monsieur Dolliger et à un certain nombre de personnes. Voilà, c'est tout.
mais dites-le carrément, ne dites pas que c'est soutien à l'exercice des responsabilités départementales, ou alors soutien de l'exercice UMP, voilà, mettez-le complètement. Non, nous avons, oui. C'est de l'habillage. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une association qui existe depuis 1992, ça fait quand même 24 ans, et qui travaille, et nous avons besoin de mener des réflexions en commun et d'avoir quelques moyens logistiques pour ça. Vous pouvez ne pas partager ce point de vue, vous ne le partagez pas manifestement, ou alors, mais nous maintenons notre position. Non mais prenez-le sur le budget du groupe UMP du conseil départemental. Mais non, c'est pas le même niveau de réflexion, vous le savez bien. Bon. Quand il s'agit d'intervenir sur la loi NOTRe, c'est pas le budget d'ici qui va permettre ces réflexions collectives et ces interventions. Non mais les 14 000, vous le prenez sur le budget du groupe UMP. Oui. Monsieur Guignot, pour terminer sur le sujet, les positions étant claires. Question, est-ce qu'on peut en faire autant? C'est-à-dire créer une association qui soit similaire à la CERDEL, avec des conditions politiques. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. La question sera peut-être un peu différente quand vous présenterez un budget à l'Assemblée départementale. Parce que jusqu'à présent, elle doit voter, l'Assemblée départementale. Il n'y a pas d'automatisme. Du département, Monsieur le Oui, Président. bien sûr. Mais créez votre association si vous voulez. Puis quand vous demanderez des fonds, on le soumettra au vote de l'Assemblée. Voilà. Ça s'appelle le phénomène majoritaire, Monsieur Guignot. Je vous sens pas réceptif. C'était Léniel, oui. Bien, je mets au voie le rapport 108, si vous voulez bien. Je mets au voie, oui, il y en a eu plusieurs qui passaient de l'ombre à la lumière, D'accord. Donc je mets au voie d'abord l'alinéa Acerdel. Vote contre. Opposition complète. 12. Je mets au voie. Il n'y a pas d'abstention par ailleurs. Je me vois le reste du rapport. Je souhaiterais que ceux qui sont pour puissent aussi lever la main, pour une fois. Ah bon, si vous voulez, je vous garantis que ça ne posera pas de problème. Non, mais il n'y a pas de difficulté. Ceux qui soutiennent l'adhésion à la CERDEL lèvent la main. Je pense qu'il y a, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Non, il y en a qui sont moins grands que d'autres. Je mets au voie, s'il vous plaît, je mets au voie le reste. Je mets au voie le reste du rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le reste du rapport? Des abstentions? Merci. Rapport 109 est présenté par M. Jérôme Bacher. Merci. Donc abstention de... Vous voyez, on arrive à obtenir des résultats. Abstention du groupe Front National. Très rapidement, Monsieur le Président, il s'agit en général de menus ajustements de dépenses de fonctionnement et notamment dans les moyens logistiques. Ce rapport, quand même, une petite chose à noter, c'est d'une part la baisse des frais d'affranchissement, parce que nous améliorons le service et surtout nous envoyons moins de flyers à l'ensemble de l'Oise en permanence. Et puis, un point important, qui est la somme la plus importante, plus 310 000 €. Nous avions passé à la fin de l'année 2015 des prestations de nettoyage un peu plus importantes qu'initialement prévues. Il était donc bien dans la tête de chacun que nous financerions cette dépense engagée fin 2015 sur les excédents potentiels de 2015 au titre du budget 2016. Donc c'est bien ce qui a été constaté et c'est ce qui est fait là. Et aussi un élément important attendu par les agents des routes, moi qui les vois régulièrement, notamment dans le cadre du dialogue social, ce sont les acquisitions et le nettoyage des vêtements de travail. Il y a là, sur les équipements de protection individuelle, de vraies attentes sur ce qu'ils appellent les oranges, les bleus. J'invite tous ceux pour lesquels qui s'intéressent à ce sujet à s'intéresser de près. C'est extrêmement important pour nos agents. Au surplus est annexé le PPI dans ce rapport qui a l'avis favorable à l'unanimité, moyennant les abstentions habituelles. Ok, merci.
Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix le rapport 109. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? 8 abstentions, donc merci. Le rapport 110 est présenté par Monsieur de Valroger. Sur ce rapport 110, il s'agit d'inscrire 251 € pour l'acquisition à la mairie d'Auneuil de l'assiette foncière nécessaire à la construction de la future gendarmerie, et puis de réajuster un certain nombre de crédits qui concernent les gendarmeries de Bresles, d'Auneuil et de Breteuil. Par ailleurs, il s'agit de verser une subvention au comité départemental de l'Oise de la Fédération française de sauvetage et de secourisme pour renouveler leur tenue de travail. Alors, j'ai un avis favorable à l'unanimité de la commission et une abstention de M. Guignot. Et je ne sais pas pourquoi on a marqué abstention de M. de Valroger. M. de Valroger ne s'est pas abstenu. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a confondu M. Villemain et M. de Valroger? Ouais. On va corriger. Bien, je mets aux voix le rapport 110. S'il y a des oppositions, abstentions, 4 abstentions. Le rapport 111, Monsieur Jérôme Bacher. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport sur la dette départementale et pour chercher des économies partout, nous cherchons d'abord et aussi des économies sur les charges d'intérêt et nous essayons, comme on dit, de faire une gestion active de la dette que vous connaissez bien, Monsieur le Président. Ça nous a permis tout d'abord de contracter, comme on dit, 2 contrats de Dexia Crédit Local en un seul, avec une durée résiduelle de 4 ans pour un taux fixe de 0,11%. Voilà, ce sont des éléments importants qu'il faut signaler. Et puis un autre avec le crédit coopératif sur lequel nous avons fait des opérations similaires. Tout ça pour dire que nous avons, après ces opérations, 62% de notre dette qui est en taux fixe. Mais en taux fixe, à des taux extrêmement bas. Parce que là où le crédit coopératif que nous venons de rembourser, c'était un taux de 2,45% qui aujourd'hui n'est plus du tout des taux de marché. Et donc on n'a pas eu de problème pour rembourser là-dessus. On ferait des économies sur les charges d'intérêt. Et nous avons fixé aussi, suivant ce que les contrats nous permettaient, un certain nombre de taux lors du premier trimestre, histoire de nous garantir et d'avoir des perspectives financières assez claires et de ne pas avoir de mauvaises surprises si l'économie se retournait. Voilà, Monsieur le Président, avec les avis habituels de cette commission. S'il y a des questions, bien. Je me vois le rapport 111. Et ayez à l'esprit, excusez-moi, un tout petit commentaire, que vivre dans un monde où le taux d'intérêt est voisin de 0, c'est un changement. Hein. C'est compliqué, il ne faut pas faire de bêtises. Là, dans le cas particulier, ce n'est pas une bêtise. On passe en taux fixe, mais du taux fixe 0,11%. C'est un peu le monde à l'envers. Ça peut créer quelques surprises par ailleurs. Donc il faut être un petit peu méfiant. Ce ne sera pas éternel. Pour ceux qui n'ont pas vécu ici la période 1979, même avant 1973, premier choc pétrolier, jusqu'en 1987, disons. N'oubliez pas cette période-là et regardez un petit peu les taux de l'époque. Hein. Ça montait à 18%. Monsieur Villemain, oui. On ne va pas refaire de macroéconomie plus que ça. Si, vous vous lancez là-dedans. Pourquoi je ne me lancerai pas là-dedans? Non, je voulais. Faites aussi bref que moi, alors, s'il vous plaît. Je voulais plagier Monsieur de Valroger. Je me dis que si le taux est proche de 0, c'est peut-être à cause de Hollande, va-t-il dire. Bien. Je mets aux voix le rapport 111. Est-ce qu'il y a des... Pardon, Monsieur Guignot. J'ai besoin de changer de voiture. Est-ce que Jérôme Bacher peut m'obtenir un crédit à peu près au même taux? À taux négatif, même, si vous voulez. Pour ça, il faut être crédible. Bien, je mets aux voix le rapport 111. S'il y a des oppositions, abstentions, 4 abstentions. Merci. Le rapport 112, Monsieur Bacher également. Qui
porte le nom que vous lui avez donné, Monsieur le Président. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est le rapport fourre-tout, comme vous aimez à l'appeler, des opérations financières, dans lequel il y a principalement des recettes de taxes foncières qui sont moins hautes qu'escomptées. Et ça, c'est une grande surprise. On a discuté un petit peu en commission des finances mardi. On a un problème d'explication. La taxe foncière, telle que les services de l'État nous l'ont communiquée, ne progresserait que du niveau de la revalorisation choisie par l'État, 0,99. Alors ça voudrait dire qu'on ne construit pas du tout dans l'Oise, ce qui est assez original, où on ne construirait que du logement social, qui fait qu'il y aurait les exonérations qui vont avec. C'est donc un petit peu surprenant, mais nous sommes, par prudence, qui nous caractérise, obligés d'inscrire cette moins-value potentielle de 2,7 millions. C'est tout de suite des grosses sommes. Avant, on a parlé quand même de 10 000 euros ou de 15 000 euros. Là, on est tout de suite sur des 2,7 millions. Les choses sont un petit peu plus importantes. Et puis, nous avons en revanche de bonnes nouvelles sur l'économie du département. Les entreprises reprennent confiance dans ce département et donc une plus-value de 1,1 million est attendue. Nous avons aussi un petit peu plus de DMTO, a priori. Voilà quelques éléments qui rassurent sur le début des fruits du travail, de l'espoir et de la confiance dans une politique lisible portée par ce département. Tout cela pour aussi signaler qu'effectivement, étant donné l'ensemble des recettes et des dépenses que nous venons de voter et de la récupération de l'excédent de 2015, nous pouvons diminuer, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'emprunt d'équilibre de 38 millions d'euros, ce qui est logique et habituel. Ce n'est pas la peine de se vanter outre mesure, mais c'est bien notre politique et comme cela que nous fonctionnons. Et voilà l'essentiel des éléments que propose ce rapport. Monsieur le Président, abstention des groupes socialistes et Front National, représentés par leur chef de groupe. Monsieur Le Tellier. Oui, à propos de ce dossier où je me réjouis que les fonds de DMTO augmentent, je tiens à attirer votre attention sur la situation des communes nouvelles qui datent de 2010 maintenant et ayant la triste expérience ou la bonne expérience de la création de ces communes nouvelles, je dirais que j'étais fortement déçu lors de l'attribution des fonds de DMTO la dernière fois, il y a 2 mois à peu près, où j'ai pu constater que la commune, donc ces 2 communes, et une des 2 communes avait été complètement oubliée. On en était resté à la même dotation de l'année antérieure pour une seule des 2 communes. Donc il y avait un manque de 18 000 euros à gagner pour une commune de 1504 habitants. Et je crains que pour la 2e commune qui fait près de 5 000 habitants l'année prochaine, ce sera le même cas, parce qu'ils sont 3 communes. Et puis une 3e commune dans les Sablons qui va arriver au 1er janvier 2017, on est aussi la même suppression sur des sommes qui sont quand même considérables. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention et faire en sorte que, je ne sais pas, il y a peut-être moyen de rattraper. Je ne sais pas quel est le règlement officiel, comment sont attribués ou sont répartis ces fonds de DMTO. Je ne peux pas répondre à la question, on prend note, on va voir le mécanisme, je ne le connais pas de façon détaillée. Donc on va regarder ce qui se passe. Oui. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas le volume de DMTO là, dans la délibération, c'est la péréquation. Je rappelle qu'il a été créé un fonds de péréquation, nous y envoyons des recettes, nous y envoyons de nos recettes, un prélèvement, ce sont des charges donc, en dépenses, vous voyez en DM1, nous mettons en dépenses 3,2 millions que nous envoyons au fonds, et le fonds nous renvoie par d'autres critères que ceux de la contribution, il nous renvoie des fonds, il nous renvoie 3,8 millions. Donc là, on a une amélioration de 600 000 euros dans la péréquation des MTO départementale. Pour le reste, je ne sais pas répondre à la question. Mais on va regarder. Autre question? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix le rapport 112
Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il y en a 12. Il est adopté. Merci. Le rapport 113 est présenté par Madame Nadège Lefebvre. Le rapport 113 concerne les autorisations de programme. On va vous présenter le tableau du nouveau stock des autorisations de programme qui s'établit de la façon suivante. Le stock d'AP voté lors du BP 2016 s'élevait à 1 289 608 842,72 €. En ce qui concerne la revalorisation des opérations antérieures à 2016, c'est moins 8 114 672,55. La valorisation des opérations de 2016, moins 635 013. Les opérations terminées, moins 10 696 803,24, ce qui nous amène donc à un nouveau stock des AP à la DM1 de 1 270 162 353,93 €. Et vous avez bien évidemment le tableau concernant la situation des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc, en ce qui concerne la décision de la commission réglementaire, avis favorable à l'unanimité, mais abstention de M. Guignot et de M. Villemain. Alors, je vous rappelle que dans le tableau qui est en annexe, vous avez 1 270 000 pour le total des AP au moment où elles ont été délibérées, mais il y a déjà eu des crédits de paiement antérieurs, c'est la colonne suivante, pour la moitié, exactement, 636 millions. Et donc, les AP qui doivent encore être honorés, c'est aussi 630 millions, 640, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous avez dans les 3 dernières colonnes le rythme de paiement envisagé pour les 640 millions résiduels. Vous avez ce qui va être au cours de l'exercice en cours, N, ce qui sera payé au cours de N+1, tel qu'on le ressent aujourd'hui, et ce qui sera payé au-delà, ce qui vous permet d'examiner par pour chaque type d'AP, selon les lignes, la vitesse à laquelle on pense qu'on devra régler en crédit de paiement les autorisations de programme qui sont ouvertes. C'est important de surveiller ça, parce qu'il ne faut pas accumuler des autorisations de programme qui ne sont que des promesses en réalité, et un jour de se trouver face à un mur en disant on ne pourra pas les honorer. Ça, ce ne serait pas convenable. Voilà, je mets aux voix le rapport 113. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc les 12 voix de l'opposition, il est adopté. Le rapport 114 est présenté également par Madame Lefebvre. Donc là, ça concerne les actions en justice. Donc là, c'est simplement pour prendre acte. Donc vous avez toutes les actions en justice, que ce soit devant le tribunal administratif d'Amiens, tribunaux correctionnels, et puis tribunal de grande instance de Senlis et la cour administrative d'appel de Douai. Voilà. Merci. Simplement pour prendre acte, donc l'avis de la Commission n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'il y a des questions sur ces instances? Il s'agit de délégation, vous le savez, d'attribution au président pour agir en justice, et donc le président rend compte. Bien, je vous propose de prendre acte de ces actions. Vous prenez acte. Monsieur Villemain, Monsieur Nancel, tout le monde prend acte. Vous ne voulez pas prendre acte? Si. Vous considérez que vous avez pris acte. Tout va bien. Merci. Le rapport 115 est présenté par Madame Lefebvre. Alors, le rapport 115 correspond donc au bilan des acquisitions et cessions pour 2015. Là aussi, on vous demande donc de prendre acte. Et ça concerne donc en premier lieu les acquisitions foncières opérées dans le cadre d'opérations routières. Et en deuxième lieu, les cessions intervenues notamment au profit de certains propriétaires riverains. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que vous avez pris acte de ce rapport, puisque nous vous l'avons remis et vous l'avez lu, bien sûr? Merci. Nous avons fini, chers collègues, l'examen des rapports. Il nous reste à voter la DM2 ou pas, la DM1, pardon, et avec les restes à réaliser, bien sûr. Nous pouvons réunir la commission des finances si vous le souhaitez, ou, enfin, c'est l'usage, mais si c'est une petite DM1, si vous pensez qu'on peut faire l'impasse, nous faisons l'impasse. Monsieur Villemain, vous êtes d'accord? Vous voulez qu'on réunisse la première commission? Pas.
Non, d'accord. Ben, j'ai des qualités, mais en matière d'humour, je suis pas très fort. Yann, vous le savez. Je ris de bon cœur, mais par contre, je suis un grand naïf et je pratique pas beaucoup. Monsieur, Madame Balitou, vous êtes d'accord aussi pour qu'on ne réunisse pas la première commission? Merci. Vous avez donc c'est Jérôme Bachet qui va présenter la décision modificative. Je passe la main. Alors, merci, Monsieur le Président. C'est effectivement assez simple. Cette DM1 présente la chose suivante. Pour la section d'investissement, des dépenses réelles en hausse de 23 millions d'euros. Donc, le département investit un peu plus encore. Et pourtant, ses recettes réelles baissent de 13 millions et demi. Donc, nous devrons en tenir compte. Quant à la section de fonctionnement, en dépenses réelles, nous notons une hausse de 18,3 millions et en recettes réelles, une hausse de 55,4 millions d'euros. Tout ça pour dire que ça fait quand même un budget qui s'équilibre à 1,250 milliard. On est quand même sur des sommes totalement considérables, même si justement les quelques 45 millions d'euros d'ajustement, c'est presque une paille dans ce 1,245 milliard, si ce n'est que derrière, ce sont les impôts de nos concitoyens, et ça, c'est pas une paille. Et puis, la même chose pour le CDEF que vous nous proposez. Là, en section d'investissement, vous nous proposez une hausse finalement de 416 000 euros et en recettes de 391 000 euros. Sur la section de fonctionnement du CDEF, une hausse de 413 et des dépenses et en recettes de 438. Voilà, je vous propose, mes chers collègues, d'approuver cette DM1 de 2016 du budget principal et du budget annexe du CDEF, conformément au document joint portant le montant global du budget principal du département pour l'exercice 2016 à 1,250 460 459 euros et 51 centimes. Merci, Monsieur le Vice-président. Je n'accepterai pas de dissociation de vote. On ne peut pas voter que les recettes et pas les dépenses ou le contraire. Je plaisante, bien sûr. Je mets donc aux voix. Oui, mais il faut que je précise, je sais. A fait des progrès, doit continuer. Je vous propose d'approuver. Bien. Merci. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 de 2016. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y en a 8. Des abstentions 4. Et le reste approuve la décision modificative qui est donc achevée. Nous avons et je vous en remercie au nom du président Courcial. Nous avons un vœu à examiner. Il est présenté par Madame Balitou. Il s'agit d'un vœu relatif aux conséquences de la loi El Khomri sur les salariés du département de l'Oise. Des réductions d'activité et des fermetures de sites industriels ont cours depuis de trop nombreuses années dans notre département. Elles aboutissent à des centaines, voire à des milliers de licenciements, jetant des familles entières dans la pauvreté et la précarité. Les directions des groupes concernés trouvent le prétexte de difficultés économiques, alors qu'il s'agit en réalité, le plus souvent, de délocaliser les productions dans des pays où la main-d'œuvre est sous-payée. Les exemples sont nombreux, de Continental à Clairoy, en passant par Steel ou Goss à Montataire, qui sont éclairants de ces sinistres pratiques. Mais ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'être aux côtés des salariés qui en sont victimes dans notre département. La loi travail ne contient aucune disposition pour lutter contre les licenciements boursiers et leurs conséquences dramatiques. Mais au contraire, elle facilite les manœuvres défavorables aux salariés. Ainsi, le minimum de dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié est supprimé. Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques et les indemnités pour les salariés en cas de licenciement déclaré nul sont diminuées. Entre autres, mesures néfastes socialement et humainement. Cette loi est une injure au combat mené
par les salariés de notre département, dont les plus importants à Continental Steel et Goss, mais partout où les salariés ont dû subir les méthodes déloyales et destructrices de financiers déconnectés de l'intérêt général. C'est pourquoi le gouvernement doit retirer sans délai la loi El Khomri, combattue par les salariés, leurs organismes syndicaux et qui ne disposent d'aucune majorité au Parlement pour être votée. Voilà le contenu de la motion. Enfin, Position des groupes. Du vœu présenté par le groupe communiste. Monsieur Guignot, si vous voulez, Monsieur Villemain, vous prendrez la parole. Vous ne participerez pas au vote. Monsieur Guignot demande une suspension de séance. Elle est accordée. Oui, 5 minutes. Accordez vos violons. Bien, je vais rappeler ceux qui sont partis profiter de la suspension de séance, mais qui ne l'avaient pas demandé, s'ils voulaient bien revenir. Merci. Le café est encore chaud? Reprise de séance. Monsieur Guignot a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas fausses dans ce vœu. Et puis il y a un certain nombre de choses qui sont quand même un petit peu, pas contradictoires, mais un peu tirées par les cheveux. Je me souviens, le leader de chez Continental, je me souviens à l'époque, a été reçu au Conseil régional lors de cette affaire Continental, qui a d'ailleurs été suivie peu de temps après par, dans l'Aisne, l'affaire de Nexan à Chauny.
Et j'avais posé les questions suivantes au leader de chez Continental qui était reçu à la région. Je lui avais dit, est-ce qu'il n'avait pas le sentiment tout de même, s'agissant de la politique mondialiste, des politiques européennes, et je lui avais demandé ce qu'il pensait justement, mais je ne dévie pas, je suis tout à fait en sujet, vous allez comprendre, ce qu'il pensait du déménagement effectivement du matériel, si je me souviens bien, en Roumanie, à Timișoara. Et il avait eu comme réponse que c'était le côté qui ne le gênait pas, puisqu'en fait, c'était aussi des salariés et des ouvriers. Alors, quand on sait que si on en est là aujourd'hui, pour un certain nombre d'ailleurs d'emplois, et s'il y a cette loi travail qui évidemment provoque un certain nombre de crispations, que l'on peut aisément comprendre, là aussi, il aurait fallu peut-être incorporer dans cette motion évidemment, ces données du mondialisme, de l'européisme, chacun pense ici ce qu'il veut du problème, mais c'est évidemment quelque chose qui amène aux conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, on cite les conséquences, pas les causes, et les causes, voilà. Alors, c'est aussi que M. Mélenchon dit un certain nombre de choses qui ne sont pas fausses, hein. Mais voilà, c'est un peu trop partiel, si je puis dire, par rapport à la totalité de la problématique qui est soulevée par cette loi travail, enfin, si on peut l'appeler comme ça, ou la loi El Khomri, si elle y est d'ailleurs pour quelque chose, la pauvre ministre. Voilà, donc nous ne participerons pas au vote par rapport aux éléments que je viens de donner. Merci. Merci. En ce qui concerne la majorité, nous constatons que, évidemment, nous sommes attristés de la disparition d'industries, d'entreprises industrielles dans l'Oise depuis fort longtemps. Voilà, c'est un constat qui est triste et nous avons, évidemment, nous partageons la compassion à l'égard des salariés qui peuvent être victimes de cette désastreuse évolution économique. Nous pouvons aussi constater, sur le plan pratique, que le gouvernement n'a pas de majorité au Parlement pour faire voter cette loi. De ce fait, effectivement, la question d'un retrait pourrait paraître légitime puisqu'il n'a pas de majorité. Ceci étant, en ce qui nous concerne, nous ne partageons pas le diagnostic ensuite, indépendamment du constat de base que les choses ne vont pas, du diagnostic qui est fait de la situation, et nous ne partageons pas les solutions qui sont préconisées, et la loi El Khomri, dans le cas particulier, pour son petit sujet, dans l'ensemble du contexte, c'est un gros sujet par ailleurs, dans sa forme actuelle, n'est pas en mesure de modifier, de notre point de vue, de façon significative, satisfaisante, les règles du jeu qui retardent la reprise économique, et donc notre groupe votera contre ce vœu. Il laissera le Sénat s'exprimer, mais dans le cas particulier, le vœu, nous le rejetons. Donc je résume les positions. Le groupe Front National, le groupe Oise à gauche ne prennent pas part au vote. Le groupe communiste et républicain a présenté le vœu et donc le soutient. La majorité ne vote pas en faveur, vote contre ce vœu. Merci. Je vous rappelle, pour achever sur une note sympathique, que nous nous retrouvons, en tout cas certains d'entre nous, tous ceux qui ont pu répondre à l'invitation, à dîner à 19h avec aussi nos remplaçants qui ont été invités. Voilà, merci, bonne fin d'après-midi. Il y a une CP le 11 juillet, elle est confirmée le 11 juillet. Merci.